Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Mosaïque, la chaîne du sens de l'actualité. C'est une interview aujourd'hui réalisée en partenariat avec le site Manitou l'Hébreu qui a pour but de diffuser à un large public la pensée de Léon Ashkenazi, site sur lequel vous pouvez retrouver de très nombreuses vidéos consacrées à cet enseignement qui est un enseignement très actuel, toujours très actuel. Bonjour Richard Darmon. Bonjour et shalom. Vous êtes journaliste spécialiste en géopolitique et vous intervenez notamment sur la chaîne francophone Kalita et vous écrivez aussi pour Israël Magazine. On va dire un mot de la situation sur le terrain d'abord parce qu'aujourd'hui nous sommes le 100e jour de cette guerre, 100 jours après le 7 octobre. Malgré les flots d'informations qu'on reçoit sur la situation militaire, on a toujours un peu de mal à savoir où on en est. Quelles sont les perspectives pour la suite? Il y a le porte-parole de Tsahal qui a récemment dit qu'il ne s'exprimerait plus tous les jours, mais seulement de temps à autre. Le président du Chasse disait, lui, que la menace du Hamas n'existait d'ores et déjà plus. Et on parle de négociations aussi engagées pour la libération des otages, qui voudrait dire au moins un cessez-le-feu. Mais les responsables continuent de parler encore de longs mois de guerre. Alors, ça fait beaucoup d'éléments qui sont parfois un peu contradictoires et paradoxaux. Vous allez nous expliquer, Richard Damon, quelle est cette situation sur le terrain dans un conflit, il faut le souligner d'abord peut-être, qui est d'un genre unique dans les annales militaires. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne la situation, je dirais un peu confuse, telle qu'elle ressort des communiqués de presse, des médias et des news, on peut dire, comme l'a fait d'ailleurs le porte-parole de Tsahal, que la guerre de Gaza est entrée dans sa troisième phase, euh, sans que on peut aussi définir ce que c'est cette troisième phase, c'est-à-dire que il s'agit d'un moment où Tsahal continue de parachever le contrôle de la situation sur le terrain au nord de la bande, puisque ça a été fait il y a déjà plus d'un mois et demi, mais il y a encore des poches et il y a encore une présence de Tsahal active pour éliminer les structures terroristes et les terroristes eux-mêmes qui quelquefois sortent des tunnels souterrains. Ça, c'est ce qui se passe au nord. Ce qui se passe au centre, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Timrun, c'est-à-dire un mouvement militaire assez fort et massif dans différentes poches qui, elles, sont pas encore réduites, essentiellement parce que les terroristes du Hamas, ceux qui sont terrés dans les tunnels, sortent à l'improviste par des puits ou par des bouches qui mènent au tunnel qui n'ont pas encore été découvertes, bien que le Sahel, depuis 2 mois, on a découvert plus de 2000 entrées dans ces tunnels. On en reparlera d'ailleurs des tunnels après, mais en tout cas, alors ce qui marque cette troisième étape, c'est le fait qu'aujourd'hui, Tsahal a concentré son activité dans la partie sud de Gaza, où d'ailleurs se retrouve regroupé du côté occidental, du côté de la mer, le million de réfugiés que Tsahal avait requéri pour les faire passer du nord vers le sud, afin qu'ils ne soient pas au milieu des combats. Et donc, malgré dans cette zone délicate, où se trouve entre autres le quartier ou le camp de Khan Younes, qui est un des endroits les plus surpeuplés, les plus, je dirais, concentrés au niveau de la population de toute la bande de Gaza, plus encore que de Gaza City. Et bien là, les Tsahal continuent une opération commencée il y a 3 semaines, qui est assez délicate, puisque, en fait, d'après les estimations, les renseignements, à tort ou à raison, il y aurait dans les sous-sols de Khan Younes l'état-major du Hamas, les trois têtes connues, notamment celle de Sinwar, de son frère, et de Mohamed Daif, qui est le troisième, le grand leader du Hamas. Et là, Tsahal mène un combat, je dirais, rue par rue, pâté de maison par pâté de maison, qui est délicat, et qui se poursuit avec d'assez grandes réussites, puisque chaque jour, il y a des dizaines, en une semaine, plusieurs centaines de terroristes éliminés, des dizaines, des cinquantaines de tunnels de trouvés. Et là, je me permets, et donc, si vous voulez, c'est ça, cette seconde phase, c'est-à-dire qu'il y a moins de bombardements aériens. Ça ne veut pas dire que l'armée de l'air n'intervient pas, on va le voir tout de suite, mais
mais c'est beaucoup plus centré sur cette zone-là, avec quand même une chose importante qui a été annoncée hier soir et qui est reprise ces jours-ci, enfin dans les médias, c'est qu'Israël a fait savoir aux États-Unis et à l'Égypte que Tsahal comptait, sans donner de date, mais comptait pour parachever peut-être ce serait la 4e phase, je ne sais pas, en tout cas ce serait la fin de la 3e phase, Tsahal a annoncé qu'il comptait prendre le contrôle de ce qu'on appelle la route de Philadelphie, qui est en fait la route des frontières protégée par une barrière, etc., mais frontière entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte. Et donc, évidemment, ça a des implications par rapport à l'Égypte, par rapport aux États-Unis, mais que Israël a déjà annoncé sa mise, à savoir que euh, pour Jérusalem, la fin de la guerre de Gaza ne pourrait pas intervenir sans le contrôle partiel de cette zone qui était elle-même, je dirais, sujette à beaucoup de combats lors des opérations précédentes, qui n'étaient pas de la même envergure. En tout cas, pour répondre aussi une partie de votre question, une spécificité de cette guerre, c'est que justement, contrairement aux autres opérations de Tsahal, qui sont intervenus en 2008, 2012, 2018 et même en 2021, des opérations ponctuelles qui duraient pour la plus longue 3 semaines. D'abord, cette guerre tranche au niveau de sa durée. Ça fait 100 jours qu'elle a commencé par 3 semaines de bombardement aérien et puis après par le début des mouvements au sol, de l'intervention au sol. Et surtout, elle déroge aussi par rapport à ses objectifs dans un contexte tout à fait différent, puisque le gouvernement a fixé 2 objectifs que tout le monde rappelle, qui est de détruire les structures militaires et politiques du Hamas, et aussi, par ce mouvement militaire, de trouver des occasions et de favoriser la pression sur le Hamas pour essayer de libérer les otages. Alors, est-on justement des otages, parce qu'on dit 100 jours de guerre, mais ça veut dire aussi 100 jours aujourd'hui de détention pour les otages qui restent en vie. On les estime à 165 à peu près. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des chances aujourd'hui d'en libérer encore certains par le combat? Israéliens, on parle de 136 otages en vie et d'une trentaine, un peu moins de trentaine d'otages qui qui ont été tués, exécutés ou qui seraient morts des suites de leurs blessures. Et donc, il est évident que comme pas mal d'entre eux sont des gens au-dessus de 70 ans, il y a aussi des femmes et aussi des grands-mères malades, etc. On ne sait pas très bien si tant est qu'un accord pourrait être initié dans les jours ou les très proches semaines qui viennent. On ne sait pas très bien qui serait encore là. Et c'est un sujet d'inquiétude, un sujet de préoccupation immense, évidemment, pour Israël. Et en ce qui concerne, si vous voulez, c'est la spécificité de cette guerre, je le disais, elle est évidemment au niveau de sa durée, puisque à part la guerre d'indépendance et la guerre d'usure, bon, qui était une guerre à basse intensité le long du canal de Suez et dans le Sinaï, à part ces deux, surtout la guerre d'indépendance, aucune guerre d'Israël n'a duré si longtemps. Donc c'est un effort sociétaire, économique, militaire considérable, parce qu'il y a eu très peu de conflits qui ont duré si longtemps, puisqu'Israël avait l'habitude de porter les conflits sur le terrain de l'adversaire, et c'était des guerres éclairs en général. Et puis il y a une spécificité encore plus considérable que vous avez connotée vous-même dans vos autres interviews, mais sur laquelle on ne peut pas ne pas revenir parce que c'est en fait l'explication de cette durée et de l'encheminement de Tsahal qui procède région par région, quartier par quartier, des fois pâté de maison par pâté de maison. C'est que, bien sûr que les renseignements de Tsahal savaient qu'il y avait des souterrains, savaient qu'il y avait une ville, la ville comme on l'a déjà évoqué, la ville visible et la ville souterraine, qui est d'ailleurs, mais l'ampleur et la profondeur et le nombre de souterrains pas tous d'ailleurs interconnectés qui peuvent exister, a, oui, certainement surpris l'armée, et plus encore, je dirais, la spécificité de cette guerre tient au fait que, en fait, lorsque les soldats de Sahel se battent dans les pâtés de maison et maison par maison, ils découvrent
des arsenaux jusque dans les chambres de bébés et dans les maisons civiles, dans des appartements, des arsenaux parfois considérables. Des fois, sous un lit de bébé, il y a une interconnexion avec un puits qui mène à un tunnel. Et donc, en fait, on peut dire qu'il y a une bonne partie de la société civile, en tout cas dans certains quartiers, bien sûr, de Gaza, qui est complètement impliquée dans la guerre, si bien que on en reparlera peut-être tout à l'heure, la fameuse distinction entre les combattants et les non-combattants est un peu complexe, dans la mesure où on peut le dire sans utiliser de formule ronflante, c'est que Gaza est bel et bien la capitale mondiale du terrorisme, à la fois en surface et en souterrain. Et si vous voulez, l'ampleur de ces ressources terroristes, et pas seulement les réseaux de tunnels, on parle entre 600 et 800, voire 1 millier de kilomètres de tunnels, on a affaire à quelque chose de sans précédent dans l'histoire militaire. Et donc, forcément, d'ailleurs, toutes les nations et toutes les armées, tous les spécialistes des armées du monde analysent en détail la manière qu'a Tsahal de procéder. Et en fait, il ne se passe pas un jour sans que des points soient marqués, mais c'est un travail très long, un travail de Bah, Sisyphe. Peut-être pas, mais puisqu'on… ce qui explique que la guerre pourrait durer encore très longtemps, avec aussi, parlons-en un peu, il ne faut pas l'oublier, le combat sur la partie nord du pays, vers le Liban. Là, donc, bon, pour l'instant, les choses restent, on va dire, contrôlées. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, ça peut déboucher sur un affrontement plus direct, plus massif? Toutes les possibilités sont ouvertes, notamment, comme vous le savez, Israël a décidé, préférant justement se concentrer sur la guerre de Gaza, a décidé très tôt, lors des premiers bombardements du Hezbollah, d'évacuer à peu près 80 000 Israéliens qui vivent dans les villages, les kibbutzim et les agglomérations comme Kiryat, comment dirais-je, Kiryat Shmona. Est une ville quand même importante, d'évacuer 80-85 000 personnes, si bien que, avec le temps qui passe, le Hezbollah continuant de tirer pas seulement sur des installations militaires, mais aussi sur des villages exprès pour détruire et pour nuire à toute vie civile. C'est vrai qu'il y a une toute petite minorité de gens qui viennent s'occuper de leurs vergers, de leurs poulaillers, de leurs installations agricoles, mais le Hezbollah continue de tirer systématiquement, de détruire maison après maison dans certains villages très proches de la frontière. Et donc, c'est une situation qui ne peut pas durer. D'abord parce que ce harcèlement empêche le retour des populations israéliennes, et puis parce que de facto, Israël a inversé un principe qui était le principe fixé par Ben Gurion dès la guerre d'indépendance et dans les guerres qui ont suivi, à savoir que Israël se base sur le terrain de l'adversaire. Or là, la zone de sécurité qui existait jusqu'en l'an 2000 au nord d'Israël, eh bien, la zone de sécurité, elle est en Israël même, puisque Israël a évacué une bande où se trouvent toutes ces agglomérations, et donc a laissé un territoire israélien reconnu par la loi internationale être la cible de ces tirs du Hezbollah. Donc c'est une situation qui ne peut pas durer. Et donc à un certain moment, euh, en fait, ce que dit le Hezbollah, c'est que tant que durera l'agression, c'est le mot qu'il emploie, israélienne à Gaza, ben, il continuera, lui, de bombarder cette zone, mais tous les dérapages sont possibles. Lorsqu'il y a quelques jours, le Hezbollah a répliqué, selon ses termes, à l'élimination euh, du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Il avait prévenu Israël en disant qu'il allait, oui, rehausser un peu sa réponse, mais qu'Israël ne fasse pas une réplique à sa réplique qui soit trop élevée, parce que là, on serait entraîné dans une logique de guerre. Effectivement, le Hezbollah a bombardé des installations de l'armée de l'air et aussi le QG de Tsahal dans le nord. Donc, c'était déjà une escalade. Et donc là, quand même, tout dépend aussi de l'Iran, finalement, fondamentalement, de la décision iranienne. En fait, Nasrallah va faire un discours, je crois, ce soir ou demain, un énième discours dans lequel il se justifie, il s'explique, mais il menace et en même temps, il explique pourquoi, pour l'instant, il maintient au feu toutes les options. Mais tout dépend
de Téhéran, puisque comme vous le savez, le Hezbollah, c'est le bras avancé de l'Iran au Liban et au nord d'Israël, ainsi qu'en Syrie. Et donc là, il y a une équation plus large de savoir si à un certain moment, notamment si on peut, comme on peut l'espérer, dans les jours et les semaines qui viennent, il y a un tournant qui peut intervenir de la guerre à Gaza euh, avec enfin, l'élimination de tout ou partie de la direction du Hamas, qui était un début de guerre de Tsahal. Et si un tournant intervient dans les jours qui viennent, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui pourrait en résulter. L'Iran s'est mise à l'abri en disant que elle s'était, non pas excusée, mais en disant qu'elle n'était pas concernée par entrer directement en guerre contre Israël, d'abord parce qu'elle peut très bien se suffire de ses proxys, le Hezbollah, la milice Houthi au Yémen, mais à un certain moment aussi, on peut pas très bien savoir comment les choses peuvent tourner, et il n'est pas exclu qu'il y ait une escalade au nord du pays. Alors pendant ce temps, Richard Darmon, bien, l'examen de la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël a commencé ces derniers jours devant la Cour pénale internationale. Israël accusé de mener une offensive disproportionnée, mais en plus de pratiquer un génocide à Gaza. On voit bien qu'il y a là une sorte de condamnation internationale en germe qui se cristallise avec cette Cour internationale et qui est une émanation des Nations Unies. Est-ce que le Hamas est en passe de gagner cette guerre de l'opinion internationale? Il est bien trop tôt pour le dire, d'autant que le Hamas lui-même s'est fendu, si je puis dire, jeudi, jour d'ouverture de cette session de la Cour à La Haye, s'est fendu d'un communiqué chaleureux soutenant l'Afrique du Sud et les initiatives de la Cour, si bien que euh, d'aucuns ont dit qu'il était intéressant de voir comment l'Afrique du Sud et cette Cour servaient en fait de porte-voix à l'organisation terroriste du Hamas. Et puis, si vous voulez, je crois qu'il y a quand même, on va avoir les résultats dans quelques jours de cette session de 48 heures, mais il n'est pas du tout dit que la Cour façonne la thèse de l'Afrique du Sud pour différentes raisons. Mais le fait est que c'est le début d'un processus qui d'ailleurs a commencé dans d'autres instances, mais de délégitimation, de délégalisation d'Israël par une partie de la communauté internationale. Alors, il y a quand même des pays qui ne marchent pas avec, comme les États-Unis, l'Allemagne, qui a expressément affirmé par la bouche de son ambassadeur en Israël, mais aussi par la bouche du chancelier, que en aucun cas Israël menait une politique de génocide et que c'était en fait une inversion, une sorte de projection inverse du drame de la Shoah dans un conflit qui est un conflit non pas seulement territorial, mais qui est un conflit de longue date entre Israël et les Palestiniens, et qu'il y avait là une inversion extrêmement nauséabonde. Et aux yeux, alors il est évident que dans les réseaux sociaux et dans la presse internationale, ce procès intenté à Israël qui met en scène en fait c'est toujours la même inversion. On essaye de dire que les victimes de la Shoah sont devenues les bourreaux des Palestiniens. C'est la meilleure manière de faire évacuer toute culpabilité de l'Occident dans la Shoah, et en même temps de renvoyer dos à dos bourreaux et victimes. C'est une manipulation grotesque. Et en fait, je pense, enfin, pour avoir écouté les plaidoiries de la partie israélienne vendredi dernier, il y a 48 heures, il y a peut-être une partie des juges, et encore trop tôt pour le dire, qui vont peut-être entendre qu'il y a là un abus scandaleux, un abus, parce que comme l'a exprimé la presse israélienne dans toute sa diversité. D'ailleurs, je dois signaler une chose extraordinaire pour qui suit les médias ici. Bon, on sait très bien qu'il y a des divergences entre les titres, entre les tendances des journaux, etc. Mais alors là, parce que l'Afrique du Sud et la Cour ont touché à quelque chose d'extrêmement sensible au niveau justement de la sensibilité de la mémoire hébreu, de la mémoire juive, d'une seule et unique levée de bouclier, tous les journalistes, tous les grands titres de la presse et les médias électroniques comme s'ils parlaient pour une fois à l'unisson
ont ensemble dénoncé ce scandale de cette inversion complètement scandaleuse. Et c'est assez étonnant parce que c'est comme si finalement il posait la question, mais qui a subi un génocide? Est-ce que le Jerusalem Post, par exemple, a publié des photos jamais vues encore dans la presse parce qu'elles sont atroces, une rangée de cadavres mutilés, bon, qui étaient publiés en flou d'ailleurs, parce que bon, c'était un peu insoutenable, avec sous le titre le génocide. Est-ce que ce n'est pas ça? Et donc, si vous voulez, il y a là il y a quelque chose, une corde sensible qui s'est révélée une nouvelle fois en Israël, une unité par rapport à ces accusations odieuses. Oui, parce qu'en Israël, non seulement il n'y a pas de question de génocide, mais même on continue d'affirmer que Tsahal, c'est l'armée la plus morale du monde. Alors, j'ai envie de vous demander, Richard Darmon, à quoi ça se voit? Comment montrer que précisément l'éthique de Tsahal continue d'être appliquée, y compris dans cette situation tout à fait exceptionnelle dont vous avez parlé? Eh bien, écoutez, d'abord, je dois dire, pour commencer à vous répondre, que on exige, enfin, les médias ou la communauté internationale exigent d'Israël et de Tsahal de hauts standards de respect des droits humanitaires et des droits du droit de la guerre qu'on exige d'aucun autre pays au monde. Euh, à preuve le fait que quand les Américains ont combattu lors de la seconde guerre d'Irak en 2003, le foyer terroriste, la grande ville terroriste de Fallujah en Irak, en détruisant les trois quarts de la ville et en pilonnant pendant 3 semaines, personne n'a demandé de compte aux Américains. Et même chose en 2013-2015 dans la guerre contre Daesh, puisqu'à Mossoul, toujours en Irak, qui était la capitale de l'État islamique, eh bien là aussi, on a détruit la moitié de la ville. Et puis là, on n'a pas fait de compte. Mais quand il s'agit d'Hébreux ou de Juifs combattants qui, en fait, contrairement aux Américains, défendent leurs frontières à 500 mètres du territoire israélien, parce que quand les Américains interviennent à Mossoul euh, avec une alliance internationale, ou directement eux-mêmes à Fallujah en 2003, ils le font à 15 000 km de leur frontière sans qu'en aucune manière leur existence soit menacée. C'est un combat géopolitique, géostratégique, économique. Et quand Israël se défend en répliquant à cette tentative de génocide où on a tué en une seule journée, le 7 octobre, un nombre de juifs qu'on n'avait pas vu depuis justement les jours de la Shoah, en une seule journée, 1200, 1300 personnes. Eh bien, quand Israël réplique, on lui demande des comptes, chose qu'on ne fait pas avec les autres pays. Alors maintenant, j'ai moi-même réalisé une étude très approfondie sur les opérations de 2008-2012 et depuis, je suis cette analyse-là du comportement et des rapports entre Tsahal, ses actions et le droit de la guerre. Je dois vous dire que confronté à ce qu'on appelle une guerre asymétrique à basse intensité, même si des fois l'intensité est localement très, très, très haute, mais c'est pas une guerre classique d'une armée contre une autre armée. C'est la guerre d'une armée conventionnelle qui a des règles de fonctionnement, qui a une éthique de combat, on va donner des exemples, face à une entité terroriste sans foi ni loi, pour qui la fin justifie sans cesse les moyens, à tel point que aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas, ils ont reçu, le Hamas et Gaza ont reçu depuis les accords d'Oslo d'ailleurs des centaines de millions, voire des milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza, pour le développement économique de Gaza. Et en fait, tout cet argent a été investi dans des installations militaires, dans des souterrains. Ils ont des fois mis 15 ans à ce réseau de souterrains, ça ne s'est pas fait depuis quelques années, c'est quelque chose qui dure depuis au moins les accords d'Oslo et dans les années postérieures aux accords d'Oslo. Et donc, pourquoi je prends cet exemple, c'est qu'il n'y a pas un seul abri public à Gaza. Lorsqu'il y a des bombardements aériens, avant lesquels d'ailleurs Tsahal prévient, comme on l'a fait de manière en macro lors de l'entrée dans la zone nord, vous avez vu, vous, je dirais, des armées, même occidentales, qui combattent dans des endroits où ils ont des intérêts à défendre, prévenir les populations avant les bombardements pour leur dire qu'il faut quitter ces zones parce qu'il va y avoir des risques pour les populations civiles. Et c'est ce que n'a pas cessé de faire Tsahal dans les premières semaines lors de la phase aérienne de la guerre.
en faisant même, en organisant des cortèges de réfugiés pour qu'ils puissent rejoindre le Sud, en réitérant, d'ailleurs, c'est pas la première fois, Tsahal a aussi d'autres moyens pour prévenir les civils. Tsahal a envoyé des centaines de milliers de textos, de SMS sur les numéros de téléphone, notamment des mères palestiniennes des quartiers concernés, parce qu'elles sont plus sensibles à ce genre d'arguments. En plus, avant toute attaque, il y a aussi des centaines de milliers de tracts en arabe qui sont largués pour éloigner les populations. Il y a une activité intense des fois aussi dans les derniers moments. On prévient par haut-parleur que cet endroit va être touché et d'ailleurs ça met à haut risque l'armée parce que l'effet de surprise est perdu. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Non seulement ça prévient les populations civiles à un niveau comme on n'a jamais vu dans aucune guerre de ce genre, mais mieux encore, est-ce que dans l'étude que j'avais établie, et je crois que les statistiques sont restées les mêmes, dans toutes les opérations précédentes à celle-là, les QG de Tsahal, les QG de la force aérienne de Tsahal, de l'aviation, ont annulé entre 60 et 65% des opérations qu'on appelle des opérations d'élimination ciblée, qui se font par drone ou par avion, de terroristes en train de transporter dans leur voiture ou dans leur moto des missiles pour être tirés en temps réel. Et en fait, parce qu'il y a des conseillers juridiques, parce qu'il y a un souci de ne pas faire trop de victimes collatérales, pendant les guerres précédentes, je ne dis pas que c'est forcément le cas dans cette guerre-là, et j'expliquerai après pourquoi, mais en tout cas, dans les guerres précédentes, Tsahal a annulé les 2 tiers des opérations qui étaient faisables pour éliminer ces lanceurs de roquettes, ces gens qui circulaient avec des roquettes pour les lancer dans les minutes ou les quarts d'heure qui suivaient, parce que les drones donnaient une image avec trop de victimes collatérales possibles. Et c'est une statistique que personne ne connaît, mais enfin en tout cas dans la grande presse, mais qui en dit long justement sur le souci humanitaire de Tsahal. Alors on vous dira pourquoi autant de morts malgré tout du côté de Gaza, 23 000, 30 000 morts. Alors écoutez, d'abord ces chiffres, c'est les chiffres du Hamas, et ils incluent à peu près entre 8 et 10 000 ou 11 000 terroristes, parce que pour eux, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, on avait vu dans les opérations précédentes que quand il y avait des cadavres sous des décombres qui pouvaient atteindre et qu'ils dégageaient, les gens du Hamas avaient des équipes spéciales, notamment d'enfants ou d'adolescents, qui enlevaient, pour la partie d'entre les terroristes du Hamas qui opèrent en uniforme, comme c'est le cas pour certains d'entre eux, ils les déshabillaient et leur mettaient des vêtements civils pour qu'ils soient comptés comme victimes civiles. Donc toutes les manipulations sont bonnes de ce point de vue-là. Et si vous voulez, donc on a affaire à des chiffres déjà contestables. Maintenant, il faut comprendre que d'abord, il y a un certain nombre de civils dans le nord, dans le centre et même à Khan Younes aujourd'hui qui ont refusé de quitter tout simplement parce qu'ils étaient pieds et poings liés avec le Hamas, ils faisaient cause commune avec le Hamas, et puis aussi parce que il y a je dirais, une précision chirurgicale des frappes aériennes, mais dans une partie de Gaza qui constitue l'endroit l'un des plus surpeuplés, où la concentration, le nombre d'habitants par kilomètre carré est l'un des plus élevés du monde et se rapproche de ceux qui existent en Inde. On ne peut pas à 100% mener une guerre propre, tout simplement aussi. Pourquoi? Parce que le Hamas empêche aussi une bonne partie des civils qui voudraient partir de le faire, parce qu'ils s'en servent comme bouclier humain. On avait même assisté à une scène qui avait été filmée en 2014, je crois, par un reporter allemand, où on voyait un commando armé du Hamas avec des gourdins et des boucliers, comme une police de CRS, entre guillemets, qui empêchait des réfugiés de sortir de leur quartier parce qu'ils voulaient qu'ils restent sur place. Et le journaliste allemand, qui d'ailleurs a eu bien fait de se tirer de Gaza très rapidement parce qu'il était recherché par le Hamas, avait capté cette phrase d'une vieille grand-mère du Hamas qui était furieuse et qui disait à ces policiers en train de les bastonner, vous êtes pire que les Israéliens. Et donc, c'est une des explications qui fait que malheureusement, dans une guerre en zone urbaine aussi chargée, il y a aussi des civils qui sont obligés de rester parce qu'on les y oblige. Merci beaucoup, Richard Darmon. Encore un petit mot peut-être, puisque nous sommes en partenariat, je le disais, avec le site Manitou l'Hébreu. On se demande toujours ce que
même si c'est impossible évidemment de répondre à la question, ce que Manitou aurait pensé de la situation actuelle. Est-ce que vous, qui le connaissez bien, qui l'avez bien connu aussi, qui avez suivi ses enseignements, vous avez quand même des éléments de réponse pour cette question? Je vais vous raconter l'anecdote que Manitou a lui-même racontée il y a assez longtemps dans une interview faite à la revue Autrement, je crois en 79. Il était interviewé par le journaliste Ilan Grace-Lamer, universitaire Grace-Lamer, et c'était sur l'éthique du sionisme. Le numéro de Autrement était consacré à sionisme et éthique, donc on parlait aussi de Tsahar. Et Manitou qui résumait à sa manière dans cette anecdote ce que j'essayais moi de dire, à savoir qu'on demandait des comptes aux Israéliens, qu'on ne demande pas à quiconque d'autre. Il a rappelé l'anecdote suivante. Il était pendant la Seconde Guerre mondiale, après que le décret, l'annulation, comment dirais-je, en Alger, on ait annulé l'annulation du décret Crémieux et que les Juifs aient pu réintégrer l'armée française alors qu'ils en avaient été chassés en, en 42 par une décision de Pétain. Applicable en Algérie, ils avaient perdu leur nationalité française pendant quelque temps. Bon, Manitou lui-même, un jeune rabbin, a intégré les forces françaises. Il était rabbin militaire, aumônier juif, ça s'appelait comme ça à l'époque, militaire. Et il raconte qu'après le débarquement de Provence en août 44, et il a fait la campagne, non pas d'Italie, mais il a fait la campagne de libération de l'Est de la France, à Strasbourg, où il était d'ailleurs blessé. Il a aussi participé, avant d'être blessé, à la libération du camp de concentration et d'extermination de Stutthof en Alsace. Et il raconte l'anecdote suivante, c'est que quand son unité est arrivée dans le camp et que les officiers français ont trouvé encore des nazis qui s'y trouvaient, il y a eu des débuts de scènes de lynchage de la part d'officiers français qui étaient révulsés contre les nazis qui trouvaient. Et Manitou raconte, et encore une fois, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il raconte que lui s'est interposé à plusieurs reprises pour empêcher le lynchage de soldats qui ne faisaient que garder, enfin qui étaient là, qui étaient sans doute des SS et des gens impliqués dans le nazisme, mais qui étaient pris à partie de manière froide sans qu'il y ait de scène de violence. Et Manitou s'est interposé et il raconte la chose suivante, c'est que les officiers français qui savaient qu'il était juif et qu'il était donc rabbin et qu'il commençait à découvrir les horreurs de la Shoah, ont été stupéfaits. Mais comment toi tu t'interposes alors que nous, en fait, on venge les victimes juives? Et Manitou leur a expliqué que il fallait les arrêter, il fallait les passer en justice, mais que c'était pas une manière de procéder. Et il conclut cette interview là dans Autrement en disant c'est là toute la question, parce que finalement non seulement on disait tout à l'heure on inverse, c'est-à-dire que parce que Tsahal est une des plus grandes armées morales. D'ailleurs, euh, lorsque j'avais fait cette étude, j'avais interviewé Igal Carmon, qui est le, le responsable du site Memory, et qui m'avait dit n'écris pas dans ta recherche que les nations critiquent Israël par antisémitisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le comportement moral et réellement moral de ça, est connu des armées de l'Occident, des armées de l'OTAN. Et il y a des stages, comment Israël apprend comment mener des guerres asymétriques à basse intensité en respectant les droits de la guerre. Et donc, les élites, et les élites militaires notamment et sécuritaires des pays d'Occident connaissent cette propriété spécifique de l'armée d'Israël. Et justement, m'a dit Carmon, et je crois que l'anecdote de Manitou le corrobore, c'est que quand les Juifs et les Hébreux se comportent comme des hommes sur le champ de bataille, même si c'est extrêmement difficile, et s'ils le font, c'est pas parce que les nations leur demandent, c'est parce que c'est leur morale et leur éthique en tant qu'être humain et en tant qu'Hébreux. Quand ils se comportent comme des Hébreux et comme des hommes sur le champ de bataille, ils provoquent une honte et un rejet. C'est comme s'ils brandissaient un miroir dans la mémoire de l'Occident qui rappelle les horreurs des guerres coloniales. Et comme on parlait tout à l'heure de la Shoah, le comportement de Tsahal renvoie aussi les armées des pays occidentaux, françaises en Algérie ou américaines au Vietnam, aux différentes horreurs qu'ils ont fait subir au peuple qui le colonisait à l'époque, alors qu'Israël se base sur son territoire. En tout cas, c'est bien ce système d'inversion qui prévaut, et c'est ce qu'a connoté Manitou en disant que l'hébreu et le juif restent, même en soldat, un homme sur le champ de bataille. Merci beaucoup. Merci Richard Darmon d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Daniel Cacoun. Merci pour votre attention.
Et puis, n'hésitez pas à laisser votre appréciation, par exemple, sous forme de commentaires, argumentés de préférence, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont un petit peu des commentaires, disons, à l'emporte-pièce, des éléments, s'il vous plaît, d'analyse ou des éléments d'information sont les bienvenus sur Mosaïque. À très bientôt pour d'autres interviews. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.